On va reprendre notre parcours en agroécologie pour un troisième éclairage, après cet éclairage historique et l'éclairage sur les questions alimentaires. On va passer un troisième éclairage donc avec Marc Benoît. Donc Marc Benoît, vous êtes agronome, vous êtes chercheur à l'INRA, directeur de recherche, à l'unité Aster. Aster, c'est une fleur, non ? Mais c'est aussi l'unité Agrosystème, Territoire et Ressources, qui est située à Mirecourt, dans les Vosges. Vous avez longtemps travaillé sur ce qu'on appelle le chantier Vitel, où d'une certaine façon on a fait de l'agroécologie avant que le terme ne soit popularisé, puisqu'il s'agissait d'adapter les pratiques agricoles à la préservation de la qualité de l'eau. Donc c'était une forme d'agroécologie, vous nous direz. Et aujourd'hui, vous généralisez ces approches avec des recherches et des enseignements sur la compatibilité entre les systèmes agricoles en général et les impacts qu'ils ont sur les ressources naturelles, sur l'eau surtout, mais aussi la biodiversité. Donc vous êtes un agronome des territoires. Vous êtes par ailleurs président de l'Association française d'agronomie, l'AFA, et président du conseil scientifique du comité de bassin Rhin-Meuse, et membre fondateur d'une association de culture scientifique, la Vigie de l'eau. Et vous avez copublié, entre autres, un livre avec Jean-Pierre Desfontaines et Sylvie Lardon qui s'appelle « Acteurs et territoires locaux ». Voilà, et donc ce troisième volet de parcours en agroécologie, on va s'intéresser maintenant à l'agroécologie sous l'angle qu'est-ce qu'elle peut faire pour favoriser l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et comment l'agroécologie peut nous aider à faire face aux défis énergétiques. Et donc je vais laisser la parole à Marc Benoît pour une demi-heure de présentation initiale. Marc, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, changement climatique, ça vous rappelle sûrement des émissions nombreuses à l'automne dernier. La COP21. L'agriculture est hors sujet. Jusqu'à la COP21, l'agriculture ne faisait pas partie des discussions entre les pays du monde qui s'occupaient de la dégradation du climat de la planète. Il semblerait que la COP22, donc l'année prochaine, donc ça fait 22 ans que les pays en parlent, s'occupe de l'agriculture. Alors ce que je vais essayer cet après-midi, c'est de vous expliquer déjà quelle est la part de l'agriculture dans les activités humaines en France en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur ce graphique, vous voyez que sont représentées donc tout un tas d'activités. Alors, les activités agricoles sont en vert. Alors, vous voyez que l'agriculture fait un petit tiers ou un gros quart, ça dépend de votre optimisme ou pessimisme, des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des activités, de l'ensemble des citoyens français. Ce qui veut dire que ce n'est pas rien. Et comme nous allons devoir tous et toutes réduire nos émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, comme les autres, est convoquée à tenter cette réduction. Alors, pour les plus jeunes dans la salle, la génération que je représente a réussi à faire un magnifique travail de dérégulation du climat, et vous aurez, vous, les jeunes, à faire un magnifique travail de re-régulation du climat. Bonne chance. Pourquoi l'agriculture est en jeu ? Eh bien parce qu'en fait, le CO2, pour prendre un des gaz les plus présents, mais on verra tout à l'heure qu'il y en a d'autres dans la planète Terre, est absolument indispensable aux végétaux. Les végétaux sont des machines à capter le CO2. Les pratiques humaines de tous les paysans, agriculteurs, producteurs, pour prendre tous les termes de ce matin, jouent sur l'efficacité de ces plantes à capter le CO2. Une partie de ce CO2 des plantes restera dans les racines et donc dans le sol. Et vous voyez donc que plus il y a de CO2, plus les plantes ont des vies un peu différentes. Alors pour l'instant, une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui voudraient tout de suite réduire le taux de CO2, et c'est absolument obligatoire, malheureusement je dois honnêtement dire que plus il y a du CO2 dans l'atmosphère, plus les végétaux poussent bien, jusqu'à un certain seuil, où là, on atteint un point de non-retour.
Et qu'est-ce qui augmente les teneurs en CO2 de l'atmosphère? C'est essentiellement à l'heure actuelle l'utilisation d'énergie fossile. Pour le faire très simple, pendant des dizaines de millions d'années, on a laissé pourrir des végétaux dans le sol. C'est devenu, dans le sous-sol, du gaz, du charbon et du pétrole. Et en un siècle, on a sorti ce qui avait été stocké pendant des dizaines de millions d'années. Donc ça fait du bruit. Comment on peut voir les approches de l'adaptation au changement climatique? Alors, si je mets le changement climatique en haut, il a des impacts et il joue sur les vulnérabilités qui auront des impacts sur le développement socio-économique des sociétés humaines. Et j'ai mis une flèche violette, qui est la première, qui est celle sur laquelle les humains peuvent faire acte de volonté, c'est-à-dire pour éviter que le développement socio-économique force encore un changement climatique plus accentué, il faut qu'on atténue nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc qu'on les diminue drastiquement. Mais les humains sont déjà impactés par un fait, c'est que déjà à l'heure actuelle, nous sommes obligés de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. Je vous en montrerai quelques-unes en ce qui concerne l'agriculture. Alors, le plan de mon exposé en 3 parties. Quelques diapositives pour vous rappeler comment la planète Terre a vécu le climat et ses variations. Une deuxième partie sur le réchauffement qui est à l'œuvre et les adaptations qui sont en cours. Et une troisième partie sur, maintenant, il faut qu'on se remue et qu'on essaye d'atténuer nos émissions. Alors, sur le climat, 3 gaz à effet de serre sont particulièrement impactants à l'heure actuelle dans le changement du climat. Le CO2, dès que nous respirons, nous en dégageons. Les plantes en captent, même si elles en dégagent quelquefois un peu, mais en captent beaucoup plus qu'elles n'en dégagent. Le méthane, CH4, extrêmement réputé du côté des animaux. Les vaches rotent du CH4, le cheval pète du CH4. Le N2O, protoxyde d'azote, dont on verra tout à l'heure ses raisons d'existence et d'émission par l'agriculture. Je vous amène tout de suite aux 2 dernières lignes. L'avant-dernière ligne, la durée de vie. Le CO2 vit entre 50 et 200 ans dans l'atmosphère. C'est-à-dire que ce que nous avons émis cette année, les arrière-petits-enfants des collégiens le verront encore dans l'atmosphère. Ça va pour les plus jeunes, vous vous sentez à l'aise? Le méthane a l'avantage d'être un peu moins robuste, si je puis dire. Le protoxyde d'azote vit aussi très longtemps, plus d'1 siècle. Et la contribution actuelle estimée au forçage radiatif de l'atmosphère terrestre, le CO2 donc, est responsable d'à peu près 2 tiers, un petit 2 tiers, le méthane à peu près 20%, et le protoxyde d'azote 6% à l'heure actuelle. Mais c'est celui qui est le moins connu, donc je pense que c'est sur celui-là qu'on verra de plus en plus de transformations dans les prochaines années. Alors pour celles et ceux qui sont dans cette salle et celles et ceux qui sont dans des salles un peu éloignées d'ici, voilà ce qui est prévu en termes d'évolution sur l'ensemble de la planète Terre, en termes d'anomalies de température. Alors que les anomalies de température, c'est les écarts entre les températures mesurées autour des années 50. Je suis né en 58, donc c'était à peu près le début de ma génération. Et les années 80. Alors vous voyez que sur l'ensemble de la planète, le réchauffement, si je prends cette anomalie-là, ne sera pas réparti de façon égalitaire. Du côté de la Sibérie et du cœur de l'Asie, ça va chauffer, beaucoup. Le nord du Canada aussi, l'Alaska pas mal. Et pour nos régions méditerranéennes, pour penser à la Roumanie ou les Méditerranéens, donc pour penser à l'Algérie qui nous regarde cet après-midi, le réchauffement sera un peu moins fort que ces zones continentales, mais quand même, prendre à l'heure actuelle 4 degrés de plus en moyenne par rapport à la température actuelle, c'est colossal. Si je prends le passé récent et si je compare le monde par rapport à la France, vous avez au-dessus une courbe qui vous montre
les anomalies de température donc, étaient plutôt un peu négatives. Dans le bleu, en haut, c'est la courbe du monde. Et la courbe a commencé à basculer dans les années 80. C'est à partir du début des années 80 que les climatologues peuvent nous affirmer que la Terre a commencé globalement à se réchauffer. Si je prends la France en bas, vous voyez que c'est un peu plus chahuté que la moyenne mondiale. C'est normal, plus on va vers des petits objets, plus on a des variabilités de mesure. Et par contre, vous voyez que l'évolution est non négligeable. L'écart de température croît depuis les années 80. Et on avait déjà eu dans les années 60 une première petite bouffée de chaleur, si je puis dire comme ça, en termes de comportement de la température en France. Alors comment ceci a été trouvé? Un homme est particulièrement à l'honneur, c'est Claude Lorius. Il a eu l'idée, et Jouzel faisait la paire, de se rendre compte que les bulles d'atmosphère gardées dans les glaces anciennes étaient reliées aux températures des périodes de ces bulles. Et donc, vous analysez les teneurs en CO2 de ces bulles et vous avez un lien avec la température de l'époque. Et donc, on peut remonter comme ça. Donc là, j'ai fait qu'une courbe très récente. En gros, je commence au moment où Marie-Antoinette se porte mal et la Révolution française apparaît. Et vous voyez l'évolution des concentrations en CO2. On était à 275 parties pour million dans les 17e, 18e siècles, à peu près stable. Et je prends quelque chose qui avait déjà été dit ce matin par Laurence Roubaud. C'est effectivement à partir des années post-guerre qu'on a une apparition d'une période que vous voyez en vert foncé, d'augmentation beaucoup plus importante. Et les traits de couleur que vous voyez derrière, ça dépendra de nous tous. C'est-à-dire que si on est très sage, c'est plutôt les traits verts en bas qui apparaîtront. Si l'on est beaucoup moins sage à l'égard du climat, ce seront les traits orange en haut. Et ça, ce n'est pas déterminé, ça dépend de la façon dont vous utilisez le vélo plutôt que la voiture, à partir de ce soir. Partie de l'exposé maintenant sur le réchauffement climatique et les adaptations des agriculteurs. Déjà sur les sols. Quand vous augmentez la température de la planète Terre, vous accélérez la vitesse de minéralisation de la matière organique des sols. François l'a bien dit ce matin, François Léger, qu'en milieu tropical, il fallait être très prudent avec le labour, avec la vitesse avec laquelle on veut faire évoluer cette matière organique. Et parce que ça entraîne une libération de CO2 importante. Donc, plus la température de la planète Terre chauffe, plus la matière organique des sols de la planète Terre libère du CO2 qui chauffe la planète Terre. Vous me suivez à peu près? C'est à peu près comme l'obèse de tout à l'heure de François qui ne se déplace plus, sauf quand on lui apporte à manger. Il sera juste un peu plus lourd. Et le deuxième point, c'est que l'augmentation de la température accroît encore les vitesses d'émission de protoxyde d'azote. Le deuxième paramètre important, l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Eh bien, premier point, ça favorise la photosynthèse et la production de la biomasse végétale partout sur la planète Terre. Et une partie de l'augmentation des rendements que nous disons être due aux techniques et à la fatigue des humains dans les champs est due à l'augmentation des teneurs en CO2 de l'atmosphère. Ceci étant, cela marche jusqu'à 700 ppm. C'est-à-dire que nous sommes à mi-course d'un moment où les végétaux, au-delà de 700 ppm, commencent à absorber beaucoup moins de CO2. Et là, c'est le cercle vicieux final. Les végétaux ont une teneur de CO2 de l'atmosphère trop forte, ils n'absorbent plus. Comme c'est les seuls capteurs de CO2 capables d'agir sur la planète Terre continue à avoir de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et on est donc parti dans un réchauffement qui ne se contrôle plus. Deuxième point sur l'augmentation de la teneur en CO2, eh bien ça accroît le stockage de carbone dans les végétaux via les racines. Car les humains, mis à part les carottes, les betteraves, les panais et autres radis, en général, laissent les racines de leurs végétaux dans les sols. Alors quand je dis que ça augmente la production, je suis désolé, je fais une exception. On devait parler d'agroécologie
accepter que je parle de sylvo-écologie. Une diapo sur les forêts. C'est la seule exception que je ferai à notre règle. Voilà l'évolution de l'indice de croissance radiale. Donc, vous savez qu'un arbre, ça pousse comme ça. Un hêtre, donc sur une population de hêtres mesurés, eh bien, il gagnait 0,8 mm par an en 1850. Maintenant, il gagne 1,4 mm par an de diamètre de croissance radiale par an. Si votre salaire suit cette courbe-là, vous serez heureux. Donc les arbres s'en portent mieux, pour l'instant. Si je passe à la vigne, alors la vigne, un exemple intéressant, par exemple la date de floraison du chasselas, qui est un cépage, ben vous voyez que les dates de floraison descendent pour devenir de plus en plus précoces, qu'elle est aux alentours de mi-juin dans la région de Bordeaux, en Bordeaux, sur le graphique, et maintenant plutôt qu'elle est aux alentours d'un mi-mai pour le chasselas à Bordeaux. Colmar était un peu moins précoce, donc, mais vous voyez que ça descend de plus en plus aussi, et pour Marseillan, on a le même type de courbe. On va continuer à se faire plaisir, Châteauneuf-du-Pape, évolution des dates de vendange. Alors ce qui est intéressant avec la vigne, c'est que les pieds de vigne vivent longtemps. Et donc, on a l'évolution d'un pied qui réagit lui-même en étant une parfaite sentinelle du climat. Et vous voyez que l'évolution des dates de vendange à Châteauneuf-du-Pape eh bien, deviennent de plus en plus précoces. Avant, c'était octobre, c'était pas mal pour les étudiants. Maintenant, ça va devenir fin août, début septembre. C'est même plus utile pour les étudiants. Sur les cultures annuelles. Alors, une enquête menée chez des agriculteurs montre cela. En allant rechercher des carnets chez des agriculteurs âgés, ne jetez jamais les carnets d'enregistrement de vos pratiques. Gardez-les. C'est les seules traces de l'évolution de comment les activités humaines changent sur la planète Terre. Eh bien, on s'aperçoit que les dates de récolte du blé sont bien avancées. On passe du 240e jour de l'année, en gros, au 200e jour. Mais vous voyez aussi que les variabilités interannuelles restent importantes, même si les agriculteurs ont entre eux des comportements très voisins. Donc l'écart n'est pas très important entre agriculteurs. La tendance est que les moissons maintenant sont très tôt. Il va falloir décaler les vacances scolaires si vous voulez que les enfants participent encore aux moissons. Je dis ça pour ceux qui organisent des vacances par rapport aux travaux des champs. Je ne sais pas si c'est encore un critère important. Et cette avancée-là a une autre conséquence, c'est que maintenant, les moissons ayant lieu beaucoup plus tôt dans la saison, vous voyez que le sol va être libre beaucoup plus tôt, soit pour faire une deuxième culture, donc ce qu'on appelle une culture intermédiaire, soit pour le laisser en sol nu. Mais là, ça fait des grandes périodes pendant lesquelles on n'utilise pas le sol, par exemple pour stocker du carbone en y faisant pousser des végétaux. En prenant cette fois-ci des données des unités expérimentales, de quelques unités expérimentales de l'INRA, en traitant les parcelles non expérimentales, voilà les évolutions. Le semis de maïs, par exemple, est de plus en plus précoce. On a de moins en moins peur du gel de printemps parce qu'on n'a presque plus d'hiver marqué. Voilà la raison. Et cette année est une année assez remarquable. Pour les plus jeunes dans cette salle, vous venez de vivre une grande première, un hiver sans hiver. Quasiment. De temps en temps, un peu de gelée blanche au matin, mais c'était de la rigolade. À Mirecourt, vous voyez que sur la récolte du blé, comme à Toulouse, on est passé du 12 août au 18 juillet ou du 23 juillet au 4 juillet. Et sur la récolte du maïs, on est passé du 21 octobre au 10 septembre en utilisant des variétés de maïs beaucoup plus tardives que dans les années 65-70. C'est-à-dire que même en utilisant des variétés plus tardives, on arrive à les récolter beaucoup plus tôt, on les sème beaucoup plus tôt et elles finissent leur cycle encore plus tôt. Ça change complètement les calendriers culturaux. Donc c'est pour vous donner un exemple d'adaptation déjà à l'œuvre par des agriculteurs, année après année, champ après champ, suite aux évolutions climatiques récentes. Maintenant, si on se projette à l'avenir,
il faut que nous diminuions les émissions de gaz à effet de serre. Alors, quel est le rôle des sols là-dedans, avant de passer aux plantes? Le rôle des sols, eh bien, on a un premier risque. C'est que le stock de carbone organique des sols risque de diminuer suite à l'augmentation de la température, parce que la minéralisation par les bactéries sera plus intense, parce que les bactéries auront des conditions climatiques plus favorables, globalement. D'où un enjeu énorme du 4 pour 1000. Vous avez entendu parler du 4 pour 1000 qui vise à stocker 4 pour 1000 de carbone en plus dans les sols chaque année pour atténuer l'augmentation du CO2 atmosphérique. Faire cela quand la température augmente, c'est extrêmement difficile. Il va falloir qu'on se prenne la tête, sérieusement. Deuxièmement, la déforestation. La déforestation et la combustion des bois. Bon, les abatis brûlis de ce matin sont des abatis brûlis, mais ils dégagent du CO2. D'où l'intérêt, pour que ceci soit à peu près équilibré, d'avoir des surfaces à côté où les taillis repoussent, comme l'expliquait Laurence, pour qu'on recapte du CO2 émis. Mais en ce moment, l'année dernière par exemple, on a fait l'approximation suivante, les climatologues ont fait l'approximation suivante, c'est que les surfaces de forêts brûlées en Malaisie et en Indonésie ont émis plus de CO2 que l'ensemble des activités des États-Unis. Ce qui n'est donc pas rien. Protoxyde d'azote. Eh bien, on aura des évolutions, des réactions, nitrification, dénitrification dans les sols. Et les émissions, comme elles sont fortement dépendantes des apports de fertilisants azotés, vous me voyez déjà venir avec une forte envie de diminuer les fertilisations azotées pour diminuer les émissions de protoxyde d'azote. Le méthane, eh bien, les émissions en zone humide ou marécageuse, dont les rizières, sont importantes. Et c'est là donc il va falloir être très attentif sur les rizières que nous avons vues ce matin en photo, comment faire pour tamponner leurs émissions. Et on a, je vous ai parlé des animaux tout à l'heure, à gérer au mieux les déjections animales dans les sols. Alors construire des transitions, ce n'est pas si facile. Il y a d'abord un problème qui est un peu au-delà du simple souci d'agronome. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise une culture de gestion des transitions et pas seulement de l'alerte. En gros, à quelle vitesse on passe de la situation actuelle où on émet pas mal à une situation future où on émettrait beaucoup moins. Le deuxième point, c'est comment on organise tout cela. Ça a déjà été dit, je pense qu'il faut vraiment le faire petite région du monde par petite région du monde. Il n'y a aucune raison qu'ici, on organise de la même façon la diminution des émissions de gaz à effet de serre qu'en Algérie ou en Roumanie. Troisièmement, la dimension stratégique de ces problèmes est souvent oubliée. On est face à une question où on ne peut pas lâcher une seule année. C'est-à-dire que c'est un effort qui est en gros parti, ou qui devrait partir pour siècles, et sur lequel on ne pourra pas lâcher l'effort. Je me suis servi d'un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui propose 10 actions agroécologiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous propose 4 diapositives pour résumer ce livre. Premier point, développer la méthanisation ou installer des torchères pour brûler le méthane émis par les stockages de déjection animale, c'est l'action agroécologique la plus efficace à l'heure actuelle et elle est très peu coûteuse, voire, pourquoi elle est peu coûteuse? Si vous récupérez le méthane, que vous le transformez en énergie, ça vous rapporte de l'énergie. Donc en gros, l'énergie peut avoir un prix. Deuxième action, réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse. À l'heure actuelle, les engrais minéraux de synthèse représentent le 5e de l'ensemble des consommations d'énergie de l'agriculture française. C'est-à-dire que si vous jouez sur les engrais minéraux de synthèse, vous économisez sur tout le CO2 nécessaire pour les fabriquer, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer 3 litres
de fioul pour fabriquer 1 kg d'azote, d'engrais, à la louche. Et le deuxième point, c'est, je vous l'ai expliqué il y a 4 ou 5 minutes, plus vous diminuez les apports d'engrais, plus vous diminuez les émissions de protoxyde d'azote. Action suivante, labourer seulement 1 an sur 5. C'est une action agroécologique qui est très efficace et elle est très peu coûteuse. Très efficace parce qu'elle va consommer de l'énergie en moins et elle va permettre du stockage de carbone dans les sols en plus. Un ensemble de 4 actions qui sont un peu moins efficaces que les précédentes et où les ordres de prix sont très variables. Développer l'agroforesterie et les haies, c'est une action agroécologique efficace et elle est peu coûteuse. De l'investissement initial et après de la rentabilité en exploitant les haies ou les arbres plantés. Gestion des prairies au mieux pour qu'elles produisent le plus possible en stockant le plus possible de carbone, en particulier dans leur système racinaire. C'est une action qui est efficace pour le stockage du carbone et c'est la plus rentable. Car en plus, vous augmentez la production d'herbes. Et j'avais confondu ce matin sur la photo que nous proposait François Léger, c'était des Normandes. Comme je suis de l'Est, bien sûr, j'avais vu des Montbéliardes. On a chacun ses vaches. Et bien, l'augmentation de la production de prairies, ça servira aussi pour les animaux qui vont utiliser cette prairie. Action suivante, un peu plus technique, là on est dans la complémentation alimentaire. Substituer des glucides par des lipides insaturés ou utiliser un additif dans les rations animales, c'est efficace, mais c'est la solution la plus coûteuse. Enfin, réduire sur l'exploitation la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire utiliser au mieux les tracteurs, diminuer les déplacements, regrouper les parcelles pour ne pas faire 17 km avec un tracteur pour arriver dans une parcelle. Eh bien, c'est une action agroécologique qui est efficace et elle est très rentable parce que vous ne dépensez pas d'énergie. Enfin, un petit groupe de 4 pour finir sur ces 10 exemples. Réduire sur l'exploitation la consommation d'énergie fossile, eh bien, elle n'est pas très efficace parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le poste le plus important, mais c'est très rentable. Accroître la part des légumineuses. Donc cette année, nous fêtons l'année internationale des légumineuses. Eh bien, ce n'est pas très efficace en stockage de carbone, mais c'est très rentable. Introduire des cultures intermédiaires. Dans cette période de plus en plus longue entre les récoltes et l'hiver, des cultures intercalaires, dans le paysage, mettre le plus possible de bandes enherbées, ce n'est pas très efficace parce que ça concerne relativement peu de surface et c'est en général coûteux. Et la dernière, qui est de réduire les apports protéiques dans les rations animales, c'est une action qui est très peu efficace, un petit peu efficace, mais qui est rentable. Alors vous voyez que, et je l'illustre rapidement sur une photo de ce graphique, vous avez des actions qui peuvent être très efficaces. L'efficacité se lit comme ça. Ici, la méthanisation est très efficace, avec des variabilités d'efficacité gigantesques. En gros, si on prend la France, entre 6 et 12 millions de tonnes de CO2. L'incertitude est à l'heure actuelle énorme. Par contre, en termes de rentabilité, vous avez ici les activités qui sont les plus efficaces en termes de rentabilité économique, et ici, celles qui sont les plus coûteuses. Et vous voyez que le tableau n'est pas si bien ordonné que cela. Ce qui est le plus efficace n'est pas forcément le plus coûteux, ou pardon, ce qu'on aimerait bien, c'est le plus efficace et le moins coûteux. On ne l'a pas non plus à chaque fois. D'où, tout à l'heure, mon envie de bien vous expliquer à chaque fois l'efficacité en termes d'atténuation et le coût de la mise en œuvre à l'heure actuelle de ces solutions. Je fais une interaction avec un exposé qui sera ensuite sur l'eau. Comment une commune en Alsace, donc Ammerswiller, a relié le captage de CO2, l'autonomie énergétique de la commune et la protection des ressources en eau, en faisant pousser des cultures énergétiques.
Alors la culture choisie là, c'est des cultures pérennes. Alors ça peut être du noisetier, ça peut être du saule. Là, ils ont choisi du miscanthus. Alors c'est un avantage pour eux de protéger donc les captages en termes de qualité d'eau. Deuxième avantage, ça évite les coulées boueuses en Alsace, qui ont des effets très négatifs quand vous êtes une maison en bas de pente. Très désagréable dans la salle à manger. Et comment cette petite société s'est organisée? Eh bien, un contrat. Donc là, vous avez un exemple du contrat signé par l'agriculteur qui dit voilà les parcelles que je mets. Donc ça, c'est la liste des parcelles dans le bassin d'alimentation. Et il est mis là que, compte tenu que les parcelles de culture énergétique sont dans le bassin d'alimentation, le maire va payer donc ces cultures énergétiques un peu plus cher que le prix du marché, parce qu'en même temps, elles font de l'énergie pour la chaudière, que j'ai oublié de vous montrer. Pardon, je vais trop vite. Ah, la chaudière va trop vite aussi. La chaudière de la commune, vous protégez l'eau, et vous avez une commune qui non seulement n'émet plus de CO2 avec son fioul lourd, mais maintenant capte du CO2 avec ses cultures énergétiques. Quelques éléments de conclusion. Je commence par cela. Dans une étude donc, qui s'appelait Adage, donc, sous la houlette de Jean-François Souzana, on a montré que les variations climatiques sont déjà sensibles. Alors pour le faire un peu clair dans la vie des chercheurs, les climato-sceptiques sont un peu plus sceptiques qu'avant sur leur climato-sceptisme. Les effets sont déjà perceptibles sur les systèmes de culture, sur les végétaux. Tout est encore possible si les efforts sont massifs, très proches et tenus sur le long terme. Et chacun peut jouer sur ces phénomènes communs à tous sur la planète. Alors je vais vous lire ce qui est là, vous voyez c'est une vague importante. Alors ce qui est mis dans les deux petits humains qui regardent arriver la vague, c'est les données ne prédisent pas un tsunami avec une certitude scientifique absolue, je suggère d'attendre. Pour terminer, nous serons capables de construire une idée de la façon dont nous nous adaptons à ces changements climatiques si nous gardons la mémoire collective de nos activités. Et donc je remercie toutes celles et tous ceux qui gardent, que ce soit sous forme de petits calendriers, sous forme de carnets, tout ce qu'ils ont fait dans leurs parcelles pour qu'on puisse voir comment ceci évolue sur le temps long. Car vous avez vu que tout au long de mon exposé, j'ai été obligé de vous imposer des graphiques où vous aviez des dizaines d'années pour voir des tendances. Et ça, c'est l'enjeu du changement climatique, c'est que c'est un changement qui n'est pas régulier, qui ira toujours avec des variabilités importantes. Merci de votre attention, avec 3 ouvrages qui viennent d'être édités, donc Agriculture et gaz à effet de serre sur 10 actions que je vous ai rapidement expliquées, un numéro spécial de la revue Agronomie, Environnement, Société sur le changement climatique, et pour les zones les plus chaudes de notre planète, changement climatique et agriculture du monde, donc édité par les collègues du CIRAD pour les zones tropicales. Merci de votre attention.